deuxième. Ensuite, are you ready? Bonjour, bonjour! On est donc dans ce troisième chapitre de cette deuxième partie de l'accompagnement. Tenez bon! On espère que vous avez un bon pitch pour votre projet, sinon n'hésitez pas à nous faire des messages, que vous avez un peu identifié vos communautés et comment leur parler. Alors, on va voir comment dans chaque secteur, les économies sont hybrides et peuvent être développées en lien avec vos communautés et apporter quelques vigilances. Nous verrons surtout que tous ces modèles s'appuient sur des pratiques hybrides en ligne et physiques. Donc, on se le redit, il faut un projet bien construit en lien avec un récit fort, des communautés actives et identifiées et la viabilité d'une chaîne de production, mais ça, on verra ça aux prochaines parties. Premier modèle, la vente d'objets et la vente de services en ligne, c'est un peu pareil. C'est la vente hybride pour des contenus physiques ou digitaux, mais hors abonnement. Alors, c'est clairement de l'économie marchande. 31% des Français ont déjà acheté un produit via un réseau social et 48% des Français effectuent aujourd'hui des achats e-commerce depuis leur mobile. Donc, l'importance du récit et des communautés en ligne pour ce modèle, je citerai 3 exemples. On citera 3 exemples différents, mais qu'on adore et qui, pour nous, font complètement partie des industries culturelles. Alors, le premier, c'est le jeu de cartes « Moi, c'est Madame » qui apprend à riposter contre le sexisme, créé par Elsa Misquet et Axel Gay. Un jeu qui a d'abord été entièrement prévendu en ligne avant d'intégrer les lieux de vente physiques et via une e-boutique. En l'occurrence, les créatrices ont fait le choix de sous-traiter la gestion du stock et de l'envoi, coûteux, mais qui permet de gérer les problématiques de stock. Par ailleurs, les créatrices se servent du jeu pour faire des interventions dans les écoles et les entreprises pour sensibiliser au sexisme. Autre exemple, qui travaille le stock différemment. Les petites porcelaines de Justine Ribera. Donc c'est une créatrice d'objets de déco qui a une boutique physique et qui a aussi une forte visibilité sur les réseaux sociaux. Elle ne semble pas souhaiter industrialiser son projet. Elle ne peut pas fabriquer plus que ce que son four permet de cuire et fait donc toutes les 4 à 6 semaines des ventes éphémères. Le site est alors ouvert à la vente sur le temps d'une soirée. Pas de fausses promesses, elle ne risque pas de vendre plus qu'elle ne fabrique. Maintenant, voyons l'économie de la publicité, qu'on appelle aussi l'économie de la sponsorisation. Alors on est sur un modèle sur lequel on apporte pas mal de vigilance, car même si les autres modèles sont dépendants des communautés ou des institutions, la dépendance aux plateformes et aux réseaux sociaux sont basés sur des algorithmes qu'on ne maîtrise pas et qui n'en sont pas toujours faciles. À nouveau, ce doit être un support pour hybrider le modèle économique. Vente de billets de spectacle, financement d'État. Pour cela, il faut des taux d'engagement et de visibilité très hauts. Il s'agit bel et bien là de ce qu'on appelle les influenceurs, quand il s'agit d'une personne ou d'une agence ou encore de pure players quand il s'agit de médias. C'est-à-dire de marques de médias qui vont n'exister qu'en ligne ou avec du contenu exclusivement en ligne, ce qui va créer une valeur forte et donc après un long travail, une très forte visibilité. Même si on sait de plus en plus que l'important, c'est pas tant le nombre de followers que leur niveau d'engagement et la qualité de la communauté. L'enjeu est donc d'avoir plus de comptes qui ont un gros niveau de prescription sur vos communautés, plus que de gros comptes tout court. Ici, à nouveau, quelques exemples. Combini, qui fait entre autres des contenus sponsorisés avec l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, mais aussi avec l'assurance maladie ou avec des marques plus traditionnelles. Quand la sponsorisation est notifiée, on a alors bien conscience qu'il s'agit d'un contenu rémunéré et non pas d'une information. Le glissement est subtil, mais fait aujourd'hui partie du modèle économique. Dans les influenceurs, je prendrai comme exemple d'influenceurs français historiques, mais aussi des plus récents. Natou et Roman Dodwick ont des profils et des âges très différents. Et pourtant, tous deux vivent à la fois de leur contenu sponsorisé qu'ils font avec des marques ou des institutions publiques. Et à la fois de produits dérivés, vente de bijoux, de places de spectacle, ou encore des tasses ou des sweatshirts. Bref, à nouveau,
Une économie de vente directe et une économie par la sponsorisation. Un article du blog Modérateur, BDM, nous disait qu'en 2020, la majorité des créateurs ne vivent pas de cette activité. Si on regarde les chiffres seuls, 6% d'entre eux gagnent plus de 20 000 € par an grâce à leur activité d'influenceur. Alors concernant les revenus moyens, ils augmentent de 8% chaque année. C'est bel et bien une économie en croissance. Troisième modèle, l'économie du don. Une économie basée sur la valeur dans le monde du caritatif et du culturel. Cette économie a toujours existé. Elle existe maintenant avec des dons de pair à pair, sans des institutions intermédiaires. On pense bien sûr au crowdfunding qui permet de mettre en avant un projet, une équipe sur un temps déterminé, avec plus ou moins de redevabilité vers les donateurs. Mais on peut penser aussi ces dernières années à des influenceurs d'opinion qui ont demandé ponctuellement de l'argent pour l'achat tantôt d'un téléphone ou d'un coup de pouce pour finir le mois. Ces économies demandent à nouveau une grande qualité de récit et une cause d'importance et de confiance envers les communautés à qui l'on demande des moyens. Dans les institutions indispensables du monde digital qui fonctionnent sur ce modèle, on peut penser bien sûr à Wikipédia qui fait régulièrement des campagnes. Ça fait partie de leur mode de fonctionnement. Quatrième type de modèle, l'économie de l'abonnement. L'économie de l'abonnement, c'est de proposer soit un service récurrent, soit l'accès permanent. Que ce soit en ligne ou réel. Alors avant, on connaissait 3 grands types d'abonnements. Par exemple, celui d'un journal ou d'un club de sport ou de photo, ou encore à Canal+. Avec l'abonnement à un journal, on recevait tous les mois, toutes les semaines, tous les jours un objet chez soi. Pour l'abonnement à un club, on avait un accès facilité à des ressources physiques, comme un labo photo ou du matériel. Ou avec Canal+, on avait l'accès permanent à un flux de films ou d'émissions de télévision. Et ça, c'était avant, parce que premièrement, depuis, se sont développés les box qui proposent de faciliter la vie dans plein de domaines d'activité. Du bien-être à l'habillement. Ces box reprennent l'idée du pack avec différents types d'objets ou de contenus pour générer une expérience et empruntent aux AMAP, vous savez, les marchés paysans ou aux paniers paysans, l'idée de recevoir ce dont on a besoin pour vivre pendant une période donnée ou ce dont on a besoin pour générer une activité pendant une période donnée. L'éventail de ces expériences est presque infini. En matière culturelle et artistique, 3 idées peut-être à creuser. D'abord, les box de médiation avec des œuvres qui donnent des clés de décryptage de l'œuvre. Après des kits de création, de fabrication d'œuvres dans le droit fil du mouvement Do It Yourself. Ou encore des formes d'AMAP culturelles avec des paniers d'œuvres qui, par mois ou tous les 2 mois, sont reçus chacune chez soi. Deuxièmement, c'est l'accès à des abonnements, des ressources en ligne, musique, vidéo, logiciels. Comme Spotify, Tank, Deezer, OnlyFans, Mixcloud, Soundcloud. C'est l'abonnement à des contenus en ligne pure player qui sont assemblés, regroupés et prescrits par des éditeurs. Alors c'est intéressant parce que cela permet de donner accès à des contenus de création, photos, textes, vidéos. Ou de créer aussi autour de soi une communauté de fans et de rémunérer son travail créatif. Il existe encore et toujours des formules plus classiques d'abonnement aux journaux et aux revues. Qui se sont développées aussi en ligne. On est dans des modèles qui renvoient à la nécessité d'une régularité dans la production. Il faut organiser et savoir tenir. L'avantage du modèle, c'est de capter des personnes qui sont prêtes à payer régulièrement pour un service. L'affiliation est faite sur la qualité du produit ou du service dans la durée. Et ce qu'il représente en termes sociaux dans la durée aussi. Un abonnement peut fédérer des gens comme cela l'était pour des journaux autrefois. Ce qui rend robuste cette économie. Par contre, il ne faut pas se tromper sur la double qualité des produits dans le temps. Sinon, c'est très dur de retrouver une communauté. Il faut donc imaginer, diversifier les produits au fur et à mesure pour que la communauté évolue avec le temps. Le modèle du micro-paiement. Alors, le micro-paiement, c'est quoi ? Ce sont des plateformes comme Bandcamp, OnlyFans et maintenant aussi des services qui se développent sur TikTok ou Instagram. C'est le fait de payer un contenu à l'acte. C'est l'inverse de l'abonnement. Là où on achète un morceau de musique,
où on récompense un artiste ou un influenceur. L'enjeu, c'est l'accès à du contenu exclusif qui peut s'apparenter à un micro-travail. Enfin, on revient sur l'économie publique, les subventions. Donc là, on a deux grands domaines. Soit on a des financements sur des projets de secteur disciplinaires, soit on a des projets pour des financements territoriaux. Et ça, on l'a autant auprès de l'État que des collectivités territoriales. Il faut arriver à être repéré, soit par des acteurs de terrain, soit par des acteurs sectoriels, soit par le ministère ou les collectivités territoriales. L'enjeu est donc de rencontrer des gens, de prendre des rendez-vous. L'économie publique est a priori pour tout le monde. Après, il y a les économies territoriales. Ville, métropole, département, région. Même si l'État finance aussi du développement territorial. Là, allez voir les services culturels de vos villes, de vos départements de région. Prenez rendez-vous et essayez de vous y retrouver dans les multiples aides qui existent. Il existe aussi des structures, plutôt par région, qui peuvent vous accompagner, qui s'appellent les agences régionales. Ça peut être dans le livre, le spectacle vivant, les arts contemporains. L'enjeu global des modèles économiques, c'est de penser en mode hybride. Penser ces différents espaces en ligne et en présence. Qui prennent en compte les nouvelles normes et des nouvelles pratiques potentielles. On vous redit notre proposition, qui est de développer une activité qui fait contribuer l'usager sur des enjeux d'économie de la contribution. À l'échelle monde et en circuit court local. Ça permet tout simplement de développer une pratique numérique qui a de l'aura dans des communautés. Et en lien avec une incarnation, une concrétisation, un acte territorial fort, un service ou un produit. 3 champs de développement. 1. L'économie de la médiation ou de l'accompagnement. Éducation, formation, coaching, jeu. L'économie marchande mixte, comme on l'a évoqué, de produits ou de services, artisanat, mais aussi musique ou cinéma. Et enfin, une économie de la production de contenu en ligne, podcasts, films, etc. etc. Pixellement vôtre.